Après la trêve, le retour à la réalité a toujours un goût de métal. Vous croyez contrôler la trajectoire. Vous pensez avoir reconquis votre territoire, votre peau, votre histoire. Mais le passé n'aime pas le vide, et la vulnérabilité est une porte ouverte que certains s'octroient le droit de franchir sans crier gare. Dans l'ombre d'une chambre, là où les défenses tombent, les frontières s'effacent. Une présence non invitée, une main égarée, et ce sentiment viscéral que l'intimité vient d'être violée. Quand le corps est en miettes, la colère devient la seule armure pour chasser les prédateurs de l'esprit. Bienvenue dans le dossier numéro 33, de chair et d'intrusion. N'acceptez jamais que l'on dessine votre histoire à votre place. Écoutez attentivement, le piège n'est jamais loin. L'asphalte du sud s'est dissous dans le rétroviseur, laissant place au gris familier. 15 jours d'une trêve familiale en trompe-l'œil, un calme plein, presque suspect, comme l'encéphalogramme d'une bête qui attend l'impact. Au retour, le mécanisme se remet en branle sans transition. Les filles bouclent leurs valises pour une semaine chez leur grand-mère. La maison se vide de ses rires, l'air s'épaissit. Pour moi, ce n'est pas l'heure du repos, c'est l'heure de passer sur le billard. Cette opération esthétique, je l'ai planifiée comme un acte de guerre froide contre le passé, une reconquête chirurgicale. Après 12 ans d'une dévotion totale, physique et psychologique, où mon corps n'était plus qu'une machine à endurer et à donner, je voulais parfaire ma reprise de féminité, récupérer ma peau. Ma sœur est au volant, les mains fermes sur le cerceau, fidèle au poste. C'est elle qui conduit, et sans sa présence dans l'habitacle, je n'aurais jamais trouvé la force de passer les portes de la clinique. Les hôpitaux me soulèvent le cœur. En moi, la mémoire cellulaire fait des siennes. Je revois la gamine de 6 ans, l'odeur d'éther, la douleur brute de l'opération des végétations et des yo-yos d'oreilles. Le traumatisme est à la racine. À mesure que les pneus écrasent le gravier du parking de la clinique, la panique s'infiltre sous ma peau. Mon cœur tape contre mes côtes, un rythme de marteau-piqueur qui me coupe le sifflet. Les mains sont moites, le souffle court, l'air a un goût de métal. Ce ne sera qu'un aller-retour, une journée et une nuit, mais l'attente est une éternité. Au comptoir de l'admission, le stylo pèse une tonne. Mes doigts tremblent si fort que l'encre bave sur le papier, incapable d'aligner 3 lettres droites. Ma propre signature m'échappe. Une infirmière au sourire stérile m'escorte jusqu'à la cellule, la chambre. Me dépouille de mes vêtements civils pour enfiler cette blouse d'hôpital, ouverte dans le dos, qui te rappelle immédiatement ta condition de morceau de viande. Ma sœur ne me lâche pas du regard, ancrée à mes côtés. On me tend un premier cachet, un sédatif pour anesthésier la bête qui hurle en moi. Les minutes se distordent. Quand le produit commence à lisser les angles de ma terreur, les brancardiers entrent. Ma sœur me broie doucement les doigts. Tout va bien se passer. Je t'attends ici. Je serai là à ton réveil. Sa voix me parvient à travers une couche de coton hydrophile. Je flotte. Je suis là, sur ce matelas en sky et déjà ailleurs, spectatrice de ma propre descente aux enfers. Le lit roule, les roues grincent sur le linoléum, un milliard de pensées parasites percutent mon crâne embrumé. Et si le cœur lâche? Si le réveil ne vient jamais? Qui bordera mes filles le soir si je restais sur le carreau? Le plafond défile, une succession de dalles blanches et de néons agressifs. Porte-bâton, me bloque. Le froid te cueille comme une claque, une odeur de désinfectant et d'acier gelé. Je fixe les énormes spots qui me surplombent, pareils à des yeux de mouche géante. On me colle les électrodes sur la poitrine, des ventouses froides qui captent le tumulte de mes viscères. Le masque en plastique s'abat sur mon visage, l'odeur de plastique et d'oxygène pur. Comptez jusqu'à 10, madame. 1, 2, 3. Le disjoncteur saute, le noir total, un trou noir sans rêve, sans fond. Madame, madame, vous m'entendez? Allez, ouvrez les yeux. La voix cogne contre mes tympans comme un marteau sur de l'enclume. Mes paupières sont soudées, lourdes comme du plomb fondu. J'essaie d'articuler un mot, mais ma bouche n'est qu'un désert de pâtes sèches, ma langue est collée. La lumière du jour est une agression biologique. Je tente d'entrouvrir les yeux, le monde tangue, je replonge dans le cirage. Deuxième réveil,
Le décor a changé. Je suis de retour dans la chambre. Le brouillard se déchire lentement, laissant place à une réalité douloureuse. Ma sœur est penchée sur moi, le visage tendu par l'attente. Je souffle un « ça va » qui ressemble à un râle. Le chirurgien fait son entrée plus tard, l'air satisfait des hommes de l'art. L'intervention est réussie, mais le corps a résisté. La morphologie a dicté sa loi. L'espace pour loger les prothèses était trop étroit. Il a fallu faire de la place. Il a dû gratter le périoste, attaquer le tissu au niveau des côtes pour forcer le passage. Rien d'alarmant sur le papier, mais il me prévient. La cage thoracique va s'en souvenir. La fin de journée s'étire. Ma sœur s'assure que je garde mes esprits avant de filer, promettant d'être là le lendemain à la première heure. On me pose un plateau repas que je touche à peine. Ma poitrine est emprisonnée dans des bandes de contention serrées à mort, un étau de toile qui m'empêche de gonfler les poumons. L'anesthésie fait encore écran à la douleur pure, mais je sens la brûlure sourde qui couve en dessous. Un coup de fil rapide aux filles pour entendre leur voix, et je sombre à nouveau dans un sommeil sans repos. Le lendemain, le réveil est brutal. On arrache les pansements, la peau tire, et on me comprime le buste dans une brassière de maintien qui me coupe le sifflet. L'infirmière me débite la liste des réjouissances. Les hématomes, l'œdème, les lancements dans les côtes. Je signe les papiers de sortie à la hâte, pressée de retrouver l'odeur de ma vie, attendant le retour de ma sœur. Mais ce ne sont pas ces pas que j'entends dans le couloir. La porte s'ouvre sur le père de mes filles, les bras chargés de paquets, sourire de circonstance. Le choc m'a fait l'effet d'une décharge électrique. L'inconfort est immédiat, viscéral. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Sans ciller, il m'explique qu'il a court-circuité ma sœur, passant un coup de fil pour lui annoncer que c'était lui qui gérerait la sortie et le transport. Le viol des frontières personnelles, encore et toujours. Mon consentement ? Non. Ah, ok. Diminué, le corps en miettes et l'esprit encore engourdi par les antalgiques n'est pas le réservoir nécessaire pour hurler ou exiger un taxi. J'encaisse le coup, je monte dans sa caisse, l'estomac noué. Arrivé chez moi, il déploie sa stratégie du sauveur. Il s'incruste, propose de faire l'intendance, de cuisiner pour m'éviter le moindre effort. Les faits sont là, les derniers restes d'anesthésie s'évaporent et la douleur commence à mordre le muscle et l'os. Lever les bras est un calvaire. Trop faible pour le foutre dehors, et piégé par l'idée rassurante d'avoir une présence si je tombe dans les pommes, je capitule une seconde fois. On meuble le vide, on parle de tout, de rien, on mange. Le piège se referme doucement, vient l'heure de dormir. Au milieu de la nuit, un signal d'alarme interne me tire du sommeil. Une sensation physique dérangeante, un poids, une chaleur sur mon crâne. J'ouvre les yeux, la pénombre me renvoie son visage bien trop près. Ses doigts sont dans mes cheveux, il caresse. L'adrénaline s'injecte instantanément dans mes veines, balayant la douleur des côtes dans une explosion de colère pure. Me redresse d'un bloc, le souffle court. « Mais tu fais quoi là ?» Et en flagrant délit, le masque se fêle, il bafouille. C'est pas, j'ai cru que... Eh ben tu lui as mal cru. Le matin se lève sur une ambiance de plomb. Il est au fourneau, me prépare le petit déjeuner comme si de rien n'était, mais le venin est distillé. Je boue de l'intérieur. Cette sensation de nausée me submerge. Une fois de plus, cet homme s'est octroyé un droit d'accès à ma chair, profitant de ma vulnérabilité pour tenter une percée dans mon intimité, sans mon aval. Les limites ont été franchies. Je pose les balises, froides et tranchantes. Je le remercie pour le coup de main, mais je lui indique la porte. Pas de négociation possible. Je lui fais comprendre sans détour que je préfère crever de douleur seule dans mon lit plutôt que de rester sous le même toit qu'un mec qui se fait des films et me prive de ma sécurité psychologique. Il ramasse ses clics et ses claques, il dégage. Le silence retombe sur la maison et ma convalescence commence pour de bon. Un calvaire. Le week-end se transforme en un long plan séquence de souffrances brutes. Au lieu de refluer, les douleurs se déchaînent. Le contre-coup du travail du chirurgien sur mes côtes me bloque entièrement le dos. Je suis une statue de sel, incapable de lever les bras pour attraper un verre d'eau. C'est ingérable. Je me vois contrainte de décrocher mon téléphone pour appeler mon employeur et arracher une semaine de congé supplémentaire. Et c'est précisément à ce moment-là que les valises claquent dans l'entrée. Mes filles sont de retour. La parenthèse est fermée. Le rideau se lève sur le quotidien qu'il faut assumer coûte que coûte. Me voilà seule face au foyer, à devoir serrer les dents pour m'occuper d'elle, le corps haché, souffrant le martyre à chaque mouvement. Le dossier 33 met en lumière une mécanique bien rodée, la tentative de reconquête par les fractions.
Ce qui s'est joué entre les murs de la clinique et de ma maison, c'est un classique test d'ancrage, une mise à l'épreuve de mes nouvelles frontières face aux vieux réflexes d'un ex-partenaire. Ma démarche était pourtant claire, une reprise de contrôle sur mon corps et ma féminité après 12 ans de dévotion totale. Mais l'imprévu chirurgical au niveau de mes côtes m'a plongé dans une vulnérabilité physique absolue. C'est exactement cette brèche biologique que l'autre a exploitée. En écartant ma sœur sans mon avis, il réactive immédiatement ses vieux réflexes de domination. S'imposer sous couvert de bienveillance et de soupe chaude n'était pas un acte de soutien, mais un coup de force tactique. Il savait que diminué, je n'aurais pas l'énergie de dresser des barbelés. La main dans mes cheveux, en pleine nuit, c'est le geste réflexe du prédateur d'habitude. Il a confondu ma faiblesse physique avec de la soumission, imaginant qu'un accès à mon espace lui redonnait un droit d'accès à ma chair. Le dossier 33 se referme sur une convalescence au goût de fer et de colère. L'intrusion a été repoussée, mais la chair, elle, s'en souvient. Chaque mouvement est un rappel à l'ordre. Chaque pas montre le prix à payer pour maintenir ses frontières intactes. L'enquête intime ne s'arrête pas aux portes d'une chambre de clinique. Elle se poursuit dans les détails du quotidien, là où les vieux réflexes tentent encore de s'infiltrer par la moindre fissure. Mais l'ancrage a tenu. La suite de l'investigation dira si les barbelés posés, cette nuit-là, suffiront à sceller définitivement le territoire. Une enquête ne prend tout son sens que lorsqu'elle résonne chez celui qui la lit. Ce dossier soulève une question universelle sur la reconstruction et les limites. Avez-vous, vous aussi, déjà ressenti ce moment précis ou alors que vous tentez de reprendre le contrôle de votre vie ou de votre corps? Le passé choisit exactement votre minute de plus grande vulnérabilité pour tenter une effraction. Comment réagit-on quand la bienveillance de façade cache en réalité un test d'ancrage ou une tentative de reconquête? Partagez vos réflexions, vos intuitions ou vos propres éléments d'enquête dans les commentaires. Vos histoires sont autant d'indices pour démêler ensemble les fils de notre inconscient.